Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis toujours en compagnie de mes trois invités. Aurélie Ganga, journaliste, experte en gestion et règlement des conflits. Frist Forson, vous êtes chef d'entreprise, membre de la société civile togolaise. Et Bouna Kanté, analyste politique. Merci à vous trois d'être restés avec moi. La CEDEAO, donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, veut être plus performante, mais quels peuvent et quels doivent être les chantiers prioritaires? On écoute à ce propos le politologue Maurice Mauno, on en parle après. En matière de réforme, il faut dire d'abord que ça devrait se faire à deux niveaux. Le premier niveau, la CEDEAO a déjà commencé, c'est au niveau des textes. En l'occurrence, le traité de la CEDEAO a prévu effectivement la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la CEDEAO en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller un peu plus loin. Le passeport, par exemple, de la CEDEAO, c'est vrai, c'est une réalité, mais toujours est-il que à des niveaux donnés, ça pose problème, surtout au niveau des pays anglophones. La CEDEAO devrait faire en sorte que ça devienne effectivement la CEDEAO des peuples et non des États. Il faudrait que les textes soient revus et réadaptés à certaines réalités, à nos réalités. Maintenant, sur le plan politique également, il faudrait qu'il y ait une certaine volonté au niveau des États membres pour que tout ce qui sera dit où toutes les réformes qui seront opérées au niveau juridique soient effectives au niveau politique. Parce que jusqu'à présent, il y a quand même, on constate qu'au niveau dans l'espace CEDEAO, même s'il y a des avancées, je le disais tout à l'heure, la volonté politique n'y est pas toujours. Et c'est ça qui fait que ça pose souvent des problèmes. Donc si la CEDEAO essaie d'agir à ces deux niveaux-là, je crois que la CEDEAO des peuples tant revendiquée et tant prônée, ça va devenir une réalité. Bouna Kanté, la CEDEAO des peuples, quel doit être le premier levier sur lequel actionner là tout de suite pour justement renforcer l'intégration, notamment l'intégration des peuples? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la CEDEAO politique, des institutions et tout, mais il faut descendre pour donner certaines prérogatives au peuple, c'est-à-dire essayer de parfaire l'intégration de la CEDEAO via la population pour que la situation puisse se retrouver. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on édicte des règles et sur le terrain, ce n'est pas bien appliqué, donc on voit qu'il y a un problème. Quand on dit qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens, et pour traverser d'un pays à un autre, on éprouve d'énormes difficultés, je dis qu'il y a un problème. Donc là, c'est la CEDEAO peut-être politique, avec une volonté politique qui édicte des règles, mais sur le terrain, il faut que ça se traduise, que ça se matérialise. Mais comment régler la question des pièces d'identité? Bon, déjà, on parle de passeport. Passeport, on le sait, on en fait en Afrique quand on veut voyager, quand on veut aller loin. On ne fait pas de passeport quand on ne veut pas voyager. Normalement, les pièces d'identité, très peu d'Africains ont des pièces d'identité, mais traversent quand même les frontières. Vous voyez des Togolais qui viennent au Bénin, des Togolais qui vont au Ghana, des Béninois qui n'ont pas de pièces d'identité, qui sont obligés d'être rançonnés aux frontières. Comment régler cette question-là? Oui, allez-y, s'il vous plaît, M. Fasson. Il faut que nos États puissent informatiser et numériser la faisabilité des pièces d'identité. Pourquoi? Cette numérisation permettra, qu'ils fassent aussi des économies par rapport à leur liste électorale ou bien parfois même aux quatre électeurs pour les élections. Donc c'est une économie à long terme. Et surtout, ça permettra la fluidité et l'intégration vraiment de passage, de la libre circulation de passage au niveau de la sous-région. Par contre, il y aura un défi énorme à relever, c'est la jeunesse. Comme on dénonce que c'est la région la plus dynamique au niveau de la jeunesse. Donc, on aura un gros problème par rapport à la jeunesse. Donc, il faut que les dirigeants pensent à élaborer un programme national ou régional qui priorise les jeunes. L'éducation des jeunes, la formation des jeunes et surtout, pourquoi pas élaborer une charte
à ce sens. D'accord. Pour revenir à la question de la circulation et de traverser des frontières, comment doit-on imaginer la solution? Faire de pièces d'identité à tout le monde, délivrer des pièces d'identité à tout le monde. On sait qu'on n'a pas la culture des pièces d'identité, en tout cas pour ceux qui vivent en milieu rural notamment, on n'a pas la culture, des pièces d'identité. Comment ça se fait? Comment on peut régler ce problème? Il y a des gens aujourd'hui qui ont 18 ans qui n'ont même pas date de naissance. Oui, parce qu'au niveau administratif, on a des régions qui sont très enclavées et qui ne permettent pas forcément aux gens d'aller dans la capitale faire des déclarations de naissance. Donc il faudrait qu'au niveau administratif, les États membres puissent faire en sorte qu'il y ait un accès plus facile au niveau de l'administration. Pour permettre aux populations d'avoir accès à la création d'une pièce d'identité. Et quand vous voyez une maman qui vient d'accoucher, qu'on lui demande 40 000 documents pour pouvoir faire une pièce d'identité, qu'elle doit faire 40 ou 50 000 kilomètres, c'est au niveau administratif, il faut qu'il y ait un désenclavement. Il faut sensibiliser déjà les gens à aller se faire enregistrer à présenter un acte de naissance, à se faire établir des pièces d'identité. Ou alors trouver des solutions. Tout le monde sait que le portable est très utilisé en Afrique, même dans les régions les plus enclavées. Oui, mais à part le Kenya, qui fait beaucoup vous savez, on parlait d'agriculture tout à l'heure. Les agriculteurs africains se rentabilisent mieux depuis qu'ils ont le téléphone portable, parce qu'ils ont accès aux indices, aux coûts de vente des produits. Bon, bref, ce que je voudrais dire, dans les régions qui sont vraiment très enclavées, le premier lieu, il y a forcément un dispensaire, une maternité, une petite maternité. C'est peut-être l'une des solutions possibles, c'est d'utiliser ces structures pour pouvoir permettre l'enregistrement des naissances et de facto pouvoir délivrer une pièce d'identité. Alors au niveau organisationnel, je ne sais pas comment cela peut être appliqué, mais ça peut être un chemin de réflexion. Même aujourd'hui dans les villes, les actes de naissance sont élaborés à la main. À la main, oui. Les actes de naissance. Oui, sont à la main. Donc il faut que nos dirigeants prennent conscience que le monde évolue et qu'il faut que les administrations soient numérisées. Et maintenant que les villes d'abord soient numérisées, après ils décentralisent. Décentralisent d'une manière intelligente. Maintenant c'est pour ça que l'apport du Maroc sera bénéfique pour nous. Pourquoi? Expliquez-nous. Dans ce domaine de l'informatique. D'accord. Dans ce domaine de l'informatique. L'informatique, au niveau de l'ingénierie, le Maroc va nous apporter beaucoup de choses. Alors, Bouna Kanté, du point de vue matériel, si vous demandez à ma grand-mère d'avoir sur elle à chaque fois sa pièce d'identité avant de traverser sa frontière, elle vous dira au bout de 3 jours, je ne sais plus du tout où j'ai laissé ma carte d'identité. Ça c'est aussi une des contraintes matérielles. Nous n'avons pas la culture des pièces d'identité. Il faut réalité africaine. Effectivement, il faut qu'on essaye d'avancer, de progresser au niveau culturel. Peut-on imaginer une numérisation des empreintes? Je vais vous donner de façon à ce que celui qui veut traverser la frontière, rien qu'avec son doigt, on puisse l'identifier. C'est possible ou pas? Je vais vous donner l'exemple du Sénégal et je salue l'ingéniosité du président Macky Sall. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les élections législatives, on a revisité le fichier et tous les électeurs avaient une carte d'identité CEDEAO, même au niveau de la diaspora. Moi, j'en suis détenteur. Aujourd'hui, j'ai une carte d'identité CEDEAO. Alors, au niveau des villages reculés, etc., on attribue une bourse familiale à chaque famille, 100 000 francs CFA. Mais il y a des conditions pour qu'on puisse vous verser ces 100 000 francs. C'est-à-dire, il faut vous déclarer à l'état civil, etc. Donc, il y a des astuces qu'il faut mettre en place et travailler culturellement et tordre le cou à ce laxisme qu'on colle aux Africains. Parce que quand on est en Europe, quand on est aux États-Unis, on se promène avec sa carte d'identité pour voyager. Et pourquoi nous, au niveau de l'Afrique, on dit que c'est un véritable casse-tête, ça pose des problèmes. Quand on est chez soi, on peut se passer de la carte d'identité parce qu'on est chez soi. Qu'on se connaît. Parce qu'on se connaît. Ça pénalise énormément parce que ce problème de carte d'identité, on l'a soulevé dans tous les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même, pour créer une entreprise formelle ou informelle, pour faire les démarches, les gens ont 40 ans, ils n'ont pas de pièce d'identité. Vous savez, et quand on dit, on vous donne un chèque pour aller récupérer le chèque à la banque, ils n'ont même pas de pièce d'identité. Donc ils n'ont pas de compte en banque. Voilà, ils n'ont pas de compte en banque. Ouais. Donc c'est que beaucoup de choses qui bloquent l'évolution. Aujourd'hui, on ne peut pas circuler
Tu ne peux pas circuler sans pièce d'identité. Mais le problème qui se pose, qui est très très grave, dans le coin reculé par exemple. Oui. On vous dit la naissance. Mais les gens n'ont même pas le minimum vital pour pouvoir payer. Ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit, par exemple. Ça devrait être gratuit. Il faut faire en sorte que l'établissement de la pièce d'identité soit gratuite pour que les gens puissent déjà adhérer à cette politique, à l'idée déjà que c'est pas coûteux. Et donc après maintenant, ça permet aussi à l'État de savoir vraiment, parce que c'est là où on voit que la démographie des pays sont fausses. Vous voulez dire l'état de la population? L'état de la population. On n'a pas les chiffres exacts des populations. Oui. Des évaluations. On fait des estimations. Des estimations. Parce que c'est la pièce d'identité qui dénombre vraiment que dans cette ville, on a tel nombre de personnes, donc on pourra faire des politiques de la ville pour telle ville. Si vous ne connaissez pas combien de jeunes enfants qui fréquentent, qui sont dans le quartier, comment vous allez penser à créer des crèches? Voilà. Tout ça, ça bloque. De toute évidence, l'organisation est considérée comme une organisation modèle d'intégration sur le continent. Quel autre défi pensez-vous qu'elle doit régler pour effectivement renforcer cette intégration? Elle a quand même des limites, la CEDEAO, parce que déjà, la plupart des pays membres, certains des pays membres ne payent pas leurs cotisations. Et donc, il y en a même, ça fait plus de 20 ans. Vous voyez, donc on ne va pas les citer. On ne va pas les citer. Voilà. Et ce n'est pas dans notre rôle dans la résolution de conflits. Au contraire, c'est de les accompagner au travers de formations. Mais c'est quoi? C'est pas mauvaise volonté ou pas manque de moyens? Non, parce que je pense que c'est... écoutez, quand vous avez 20 ans de retard, c'est comme les États-Unis lorsqu'ils ne payent pas leurs cotisations pour les problèmes... je crois que c'est au sein de l'UNESCO, ils ont quitté l'UNESCO il n'y a pas très longtemps, ils ne payent pas leurs cotisations. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est parce qu'il y a une mauvaise foi volontaire de ne pas la payer. Donc il y a des limites au sein de la CEDEAO sur lesquelles il faudra travailler. Il y a la problématique de la taxe à l'exportation. Qui est un véritable problème. Donc, il faudrait aussi arriver à trouver une solution pour pouvoir permettre à cette institution de pouvoir aller vraiment, de connaître un vrai décollage pour réellement rayonner au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Mais rappelons quand même que l'organisation, en dépit de la mauvaise volonté de certains ou des arriérés de certains États, réussit quand même à se financer. Oui, mais du coup, on a un faible taux de 95%, elle ne dépend pas il y a un PIB qui est faible, absolument, qui est lié à ces deux éléments dont je viens de vous indiquer et qui font qu'il y a des limites de facto au sein de la CEDEAO. Bouna Kanté, l'autre défi effectivement que cette organisation doit relever, c'est la question de la démocratie électorale. Il faut que on voit ensemble dans quelle mesure cette organisation peut aider à la transparence, à une meilleure transparence des scrutins ou des processus électoraux dans ces États membres. Absolument. Ça fait partie des défis que la communauté, enfin que l'Afrique, d'une manière générale, doit relever. Je ne parle pas de la CEDEAO. Je parle dans un cadre plus global. L'organisation, la tenue d'élections crédibles. Parce que c'est la condition sine qua non pour avoir la paix en Afrique. Si on n'organise pas des élections transparentes, on ne peut pas avoir la paix. Et aujourd'hui, on voit des pays... une mission d'observation, qu'est-ce qu'elle peut faire, la CEDEAO, comme les autres organisations d'ailleurs? Déjà, il y a la force qui est là pour accompagner. Il faut des spécialistes. Il faut qu'on forme des spécialistes au niveau de la CEDEAO pour qu'on puisse participer à la tenue régulière des élections. On n'a pas forcément besoin... Ça veut dire quoi concrètement? Monsieur Kanté, dites-nous, dans quelle mesure, dans quelle proportion la CEDEAO doit-elle interférer dans les affaires internes des États? Le scrutin, ça relève de la souveraineté nationale. Absolument, mais la CEDEAO est supranationale, c'est au-dessus des États. Par rapport à la hiérarchie des normes, on voit qu'il y a les États, mais au-dessus des États, il y a la CEDEAO et puis on a l'Union africaine. Donc la CEDEAO, aujourd'hui, juridiquement,
doit pouvoir participer à ce processus d'organisation d'élections transparentes. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est la bonne gouvernance. Non, on revient sur la question électorale. Concrètement, quand on dit participer, aider à l'organisation des élections transparentes, concrètement, la CEDEAO peut faire quoi? Il faut une mission de supervision. D'accord. Hein? Mais qui généralement séjourne dans les capitales. Voilà. Moi, je pense que... C'est ça le problème. Effectivement, il faut aller plus loin. Il faut une prévention oui. En amont, comme votre groupe. Je crois que votre groupe est très intéressant. Votre pays, le Togo, excusez-moi, votre pays, le Togo, va organiser sa présidentielle en 2020. Oui. D'accord. Prenons le cas du Togo. Oui. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire déjà, pour qu'il n'y ait pas de conflit post-électoral? Déjà, la CEDEAO doit avoir une task force qui permettra, en amont, de vérifier, d'accord, les fichiers électoraux, les conditions de crédibilité des élections. Parce que déjà, ils ont fait un effort. La francophonie l'a fait au Niger. Hein. L'effort a été fait déjà. Ils ont établi l'alternance, une règle d'alternance déjà dans la communauté internationale et la CEDEAO. Ils ont déjà établi une règle. Il reste que le Togo. Maintenant, ils vont contraindre le Togo à le faire. Il va le faire. Il est obligé. Il va le faire. Maintenant, pour que les élections de 2020 puissent être une élection crédible, il faut qu'il y ait une task force qui arrive, qui vérifie les fichiers électoraux, la CENI, toutes les conditions qu'il faut pour qu'une élection soit crédible. Et ça, sans cela, on va tourner en rond. Mais le problème togolais est plus complexe que ça. Parce que c'est un problème c'est l'armée qui régente le pouvoir. C'est très difficile, c'est complexe. Du coup, la CEDEAO est très limitée. La CEDEAO est très limitée. Et encore plus, le Togo est le pays fondateur de la CEDEAO. Oui, un membre fondateur de la CEDEAO. Donc c'est vraiment compliqué pour que... Mais justement, il doit être le bon exemple. Le bon exemple, exactement. Donc je crois que... Merci. Merci Fritz Faxon. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile togolaise, chef d'entreprise. Merci d'avoir participé à cette émission sur la CEDEAO. Bouna Kanté, analyse politique. Merci à vous également pour vos éclairages sur la question du dynamisme de la CEDEAO. Aurélie Ganga, merci à vous également. Vous êtes journaliste, experte en gestion et prévention des conflits. Vous avez... Au sein de l'Institut international de gestion des conflits de M. Kaksani. C'est parfait, c'est noté. Je rappelle également que vous avez mené plusieurs recherches, notamment dans le domaine de la gouvernance. Merci à vous trois. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.